Camille fixait l'écran de son ordinateur portable pour la 10e fois de la soirée, lisant la même annonce qui était apparue mystérieusement dans son email universitaire. Cherche participante féminine pour une expérience psychologique de longue durée. Rémunération 1 million d'euros. Durée 6 mois. Exigence d'étudiante en psychologie, sans famille proche, disponibilité totale. Les lettres semblaient briller sur le fond noir de son petit appartement parisien, où les factures impayées s'empilaient sur la table de la cuisine, rappel constant de sa réalité. À 23 ans, Camille avait perdu ses parents dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, la laissant non seulement orpheline, mais aussi endettée par les frais médicaux et funéraires. Elle travaillait à mi-temps dans un café près de l'université tout en terminant son mémoire de psychologie clinique, mais l'argent ne suffisait jamais. Ses camarades de promo parlaient de leurs projets post-diplôme, de spécialisation à l'étranger, d'opportunités qui, pour elle, sonnaient comme des contes de fées. Et si vous aussi, vous avez déjà eu le sentiment que la vie vous offre des occasions qui semblent trop belles pour être vraies, assurez-vous de vous abonner, car cette chaîne a bien d'autres histoires de ce genre qui vont vous fasciner. L'email n'avait pas d'expéditeur identifiable, juste une adresse d'entreprise recherche. Avancée neuroimagerie. Français. Quand elle essaya de faire des recherches sur l'entreprise, elle trouva une page web minimaliste avec des informations de base sur la recherche neuroscientifique avancée, mais aucun détail précis. Les références académiques mentionnées existaient, mais lorsqu'elle tenta de les contacter, les secrétaires lui dirent qu'elle ne pouvait pas donner d'informations sur les projets en cours. La curiosité et le désespoir financier la poussèrent à répondre à l'email. 2 heures plus tard, elle reçut un appel d'une voix féminine professionnelle qui s'identifia comme la docteure Mercier, coordinatrice du projet. Mademoiselle Camille, nous avons examiné votre profil académique, pensons que vous pourriez être une candidate idéale pour notre expérience. Pourriez-vous nous rencontrer demain à 15 heures dans nos bureaux? Elle lui donna une adresse à La Défense, le quartier d'affaires le plus chic de la ville. Le lendemain, Camille enfila son meilleur costume, le seul qu'elle avait, acheté d'occasion pour des présentations universitaires et prit le métro pour La Défense. L'immeuble était impressionnant, une tour de verre de 30 étages avec le logo Neuraltech Solutions gravé en lettres dorées dans le hall. L'ascenseur la mena au 25e étage, où une réceptionniste la dirigea vers une salle de conférence avec une vue panoramique sur la Seine. La docteure Mercier se révéla être une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue, avec un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « Camille, merci d'être venue. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions sur le projet. » Sur la table se trouvait un contrat d'une 50aine de pages et un stylo doré. Avant de vous expliquer les détails, je dois m'assurer que vous comprenez que tout ce que nous allons discuter ici est protégé par des accords de confidentialité stricts. L'expérience, continua la docteure, consiste à vivre pendant 6 mois avec l'un de nos chercheurs principaux dans un environnement contrôlé. Votre rôle sera de participer à des sessions d'observation comportementale quotidienne et de remplir des évaluations psychologiques régulières. C'est, en substance, une étude anthropologique sur l'interaction humaine dans des environnements isolés. Cela semblait trop simple pour justifier une telle somme d'argent, mais la docteure anticipa ses doutes. La compensation est élevée parce que nous exigeons un dévouement exclusif et une confidentialité totale. Vous ne pourrez pas avoir de contact avec l'extérieur pendant la période d'expérience. Camille sentit un frisson. Complètement isolée, et s'il y a une urgence? La docteure sourit à nouveau. Nous aurons une supervision médicale 24 heures sur 24 et une communication d'urgence sera disponible. Mais pour que l'expérience soit valide, il faut que l'environnement soit entièrement contrôlé. Pensez-y comme des vacances payées où votre seul travail est d'être vous-même. Le contrat stipulait qu'elle recevrait 500 000 € à la signature et 500 000 de plus en achevant les 6 mois avec succès. Il incluait également une clause qui lui permettait de se retirer à tout moment durant les 2 premières semaines, en conservant les 500 000 si elle décidait de continuer après cette période. Les petits caractères mentionnaient des ajustements possibles du protocole d'expérience selon l'évolution de l'étude et une supervision psychologique continue pour garantir le bien-être du participant. 3 jours plus tard, Camille se retrouva sur le siège arrière d'une Mercedes noire, roulant sur une route sinueuse vers la périphérie de Paris. Le chauffeur, un homme silencieux d'une 50aine d'années, avait ramassé ses quelques affaires dans son appartement ce matin-là sans dire autre chose que « Bonjour, mademoiselle ». Le paysage urbain fit progressivement place à des collines verdoyantes et des manoirs élégants, jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin devant des portails en fer forgé qui s'ouvrirent automatiquement. Le manoir qui apparut devant elle était impressionnant, une structure de 2 étages de style colonial, peinte en blanc immaculé, avec des toits en tuiles rouges et des jardins parfaitement entretenus qui s'étendaient vers un lac artificiel. Dame fontaine d'eau créait un son apaisant qui contrastait avec le stress que Camille sentait dans son ventre. C'était le genre d'endroit où elle n'était allée que dans ses rêves, et maintenant ce serait sa maison pendant 6 mois.
À l'entrée principale l'attendait un homme qui capta immédiatement toute son attention. Grand, de carrure athlétique, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux verts intenses qui semblaient l'étudier avec une curiosité scientifique. Il portait un jean sombre et une chemise blanche à manches retroussées, décontracté mais élégant. Son sourire était authentique, différent du sourire artificiel de la docteure Mercier. « Bonjour Camille, je suis Mathieu Dubois. Bienvenue dans votre nouvelle demeure temporaire. La docteure Mercier a mentionné que vous étiez le chercheur principal, dit Camille, tendant sa main. Sa poignée de main était ferme mais chaleureuse. C'est exact, mais je préfère que tu m'appelles Mathieu. On va vivre ensemble pendant 6 mois, autant que les choses soient détendues. » Sa voix avait un accent français doux et raffiné, qui suggérait une éducation privilégiée. Pendant qu'il parlait, Camille remarqua que ses yeux ne souriaient pas autant que sa bouche, comme s'il portait un poids invisible. Mathieu lui fit visiter le manoir pendant près d'1 heure. Le rez-de-chaussée comprenait une bibliothèque impressionnante avec des livres du sol au plafond, une cuisine entièrement équipée qui semblait sortie d'un magazine, un salon avec une cheminée en pierre et d'immenses fenêtres avec vue sur le jardin, et ce qu'il appela mon bureau, une pièce qu'il garda. Fermée pendant la visite. Ce sera la seule zone restreinte, expliqua-t-il. Tout le reste est à toi d'explorer. Au 2e étage, il y avait 6 chambres, chacune avec sa propre salle de bain et une décoration unique. Tu peux choisir n'importe laquelle sauf celle au bout du couloir, qui est la mienne, dit Mathieu. Camille choisit une chambre avec vue sur le lac, décorée dans des tons de bleu et de blanc, avec un lit king size qui semblait plus confortable que n'importe quel endroit où elle avait dormi. Un bureau en bois sculpté était placé près de la fenêtre, parfait pour étudier si elle décidait de continuer son mémoire pendant ces mois. « Je suis curieuse, dit Camille en défaisant ses bagages, quel genre de comportement allez-vous exactement observer ?» Mathieu s'appuya contre le cadre de la porte, les mains dans les poches. Dames, interactions sociales de base, des routines, comment 2 personnes s'adaptent à un espace partagé. Rien d'intrusif, je te le promets. Il y aura des sessions où je te poserai des questions sur tes expériences, tes sentiments sur la cohabitation, ce genre de choses. Si ce mystère vous intrigue, aimez la vidéo pour nous faire savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Ce premier soir, ils dînèrent ensemble dans une salle à manger formelle qui semblait conçue pour 12 personnes mais se sentait intime avec seulement eux 2. Mathieu avait préparé des pâtes aux fruits de mer qu'il avoua avoir appris à cuisiner par nécessité quand il avait emménagé seul. Pendant le dîner, Camille remarqua des détails curieux, les photos de famille qu'elle s'attendait à voir brillaient par leur absence, remplacées par des œuvres d'art abstraites et des paysages impersonnels. Quand elle mentionna le manque de photos personnelles, Mathieu changea rapidement de sujet. Et si ce mystère commence à vous intriguer autant qu'il a intrigué Camille, aimez la vidéo pour que nous sachions que vous voulez qu'on continue à vous raconter ces détails troublants. Parle-moi de ton mémoire, dit-il, versant du vin rouge dans des verres en cristal qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de son ancien appartement. Le traumatisme infantile et les mécanismes d'adaptation à l'âge adulte, répondit Camille. Plus précisément, comment les pertes significatives pendant l'adolescence affectent les relations interpersonnelles par la suite. Un instant, elle vit quelque chose traverser les yeux de Mathieu, de la douleur, de la reconnaissance, avant qu'il ne sourit à nouveau. Fascinant. Je suppose que ta propre expérience de la perte de tes parents influence ta perspective académique. L'affirmation la surprit. Elle ne se souvenait pas d'avoir mentionné cette information personnelle dans sa candidature. « Comment le savais-tu » demanda-t-elle. Mathieu prit une gorgée de vin avant de répondre. Une partie du processus de sélection incluait une vérification des antécédents de base. Pardon si ça semble intrusif, mais nous devions nous assurer que nos participants n'avaient pas d'obligations familiales qui interféreraient avec l'expérience. Après le dîner, Mathieu lui montra le système de divertissement dans le salon principal, une télévision à écran géant avec accès à toutes les plateformes de streaming imaginables, une collection de films qui rivalisait avec n'importe quel Media Store, et un système audio qui faisait que la musique semblait provenir d'un concert privé. Les journées peuvent être longues ici, expliqua-t-il. Je veux m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin pour être à l'aise et te divertir. Avant d'aller se coucher, Mathieu lui tendit une tablette. Chaque soir, j'aimerais que tu remplisses un bref questionnaire sur ta journée. Rien de compliqué, juste tes pensées et sentiments généraux. Ça fait partie du protocole de recherche. L'appareil avait déjà son nom programmé et une interface simple avec des questions de base. Comment te sens-tu aujourd'hui? Quelles activités as-tu faites? Y a-t-il quelque chose qui t'a mise mal à l'aise ou rendue heureuse? Comment évalues-tu ton interaction avec le chercheur principal? Ce premier soir, en remplissant le questionnaire dans le confort de sa nouvelle chambre, Camille ne put s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus dans cette situation que ce que Mathieu lui avait expliqué. Les questions étaient trop personnelles pour une simple étude comportementale et le manoir était trop luxueux pour un laboratoire scientifique.
Si vous aussi, vous ressentez cette même anxiété que Camille, aimez la vidéo pour que nous sachions que vous vous connectez à cette histoire si intense. Mais avec 500 000 € déjà déposés sur son compte en banque, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie, elle décida de laisser le bénéfice du doute à cette aventure étrange mais lucrative. La routine qui s'établit pendant les 2 premières semaines était étonnamment normale, presque domestique. Camille se réveillait vers 8 heures, trouvait le petit déjeuner déjà préparé dans la cuisine, preuve que Mathieu était un lève-tôt, et passait les matinées à lire dans la bibliothèque ou à se promener dans les vastes jardins. Les après-midi, elle les consacrait à écrire son mémoire, quelque chose qu'elle avait reporté pendant des mois à cause du stress financier, mais qui maintenant coulait naturellement dans cet environnement serein. Mathieu disparaissait plusieurs heures chaque jour dans son bureau fermé, d'où sortaient occasionnellement des sons que Camille ne pouvait pas identifier complètement, parfois de la musique, d'autres fois des voix, et de temps en temps quelque chose qui ressemblait à des pleurs enregistrés. Quand elle lui posa la question, il expliqua qu'il analysait des données d'autres expériences et que les sons étaient des enregistrements de sessions thérapeutiques antérieures que je suis en train de transcrire. L'explication avait du sens d'un point de vue académique, mais quelque chose dans sa manière d'éviter le contact visuel pendant qu'il parlait fit que Camille sentit une petite alarme dans son esprit. Les sessions d'expérience que Mathieu menait étaient étrangement intimes pour de la recherche scientifique. Chaque après-midi à 4 heures, il s'asseyait dans le salon principal avec du thé et il lui posait des questions qui semblaient plus de la thérapie que de l'observation comportementale. Comment te es-tu senti quand tu as perdu tes parents? Que penses-tu de la confiance dans les relations? Fais-tu des cauchemars sur l'accident? Camille répondait honnêtement, trouvant étrangement cathartique de parler de sujets qu'elle avait évités pendant des années. Ce qui la déconcertait, c'est que Mathieu semblait sincèrement intéressé par ses réponses, non pas comme un scientifique qui recueille des données, mais comme quelqu'un qui cherche une compréhension personnelle. Ses propres réponses aux questions de suivi révélaient des fragments d'informations personnelles qui ne semblaient pas appropriés pour une relation chercheur-sujet. Il a mentionné avoir perdu des personnes importantes dans le passé, il a parlé de culpabilité pour des choses qu'on ne peut pas défaire, et une fois, pendant une conversation sur le pardon, ses yeux se sont remplis de larmes qu'il a rapidement essuyées. Un après-midi, pendant que Mathieu était dans son bureau, Camille décida d'explorer plus profondément le manoir. Au sous-sol, elle trouva une pièce qui ressemblait à une salle de sport complète, avec des équipements de dernière génération et des miroirs qui couvraient tous les murs. Mais ce qui attira son attention, ce furent les marques sur l'un des murs, des trous qui semblaient avoir été faits par des poings, et des taches sombres sur le béton dont elle espérait qu'elles étaient de la peinture mais craignait qu'elles ne soient du sang séché. Dans un coin de la salle de sport, il y avait une boîte en carton étiquetée « Photo ne pas ouvrir ». La curiosité l'emporta sur son sens de la vie privée, et Camille l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, elle trouva des dizaines de photos de famille, Mathieu plus jeune, souriant sincèrement, entouré de ce qui semblait être sa femme, une belle femme aux cheveux blonds, et de 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. Les photos montraient des vacances en famille, des anniversaires, des moments quotidiens de bonheur qui contrastaient de manière dramatique avec le Mathieu solitaire qu'elle avait connu. La photo qui l'a le plus choquée montrait toute la famille dans ce qui semblait être le même manoir, mais décoré complètement différemment, chaleureux, vivant, plein de jouets d'enfants et de preuves de vie de famille. Au verso de cette photographie, quelqu'un avait écrit d'une écriture tremblante « Avant que tout ne change, Mathieu, Claire, Sébastien et Valentine, Noël 2019 ». Cette date était significative. Selon ses calculs, c'était il y a environ 5 ans. Quand elle monta du sous-sol, elle trouva Mathieu qui l'attendait dans le salon, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, pas en colère, mais intensément sérieux. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» demanda-t-il, sa voix curieusement calme. Camille se sentit prise la main dans le sac en train de faire quelque chose de terrible, bien que techniquement il avait dit que toute la maison, sauf son bureau, était disponible à explorer. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu une expérience étrange qui vous a fait remettre en question tout ce que vous pensions savoir sur quelqu'un. « Je suis désolée, murmura-t-elle, je ne voulais pas envahir votre vie privée. » Les photos étaient dans une boîte ouverte. Mathieu leva une main pour l'arrêter. « Ne t'excuse pas. Je suppose qu'il était inévitable que tu les trouves. » Il s'assit lourdement sur l'un des fauteuils, semblant soudain beaucoup plus vieux que ses 30 et quelques années apparentes. « Tu te demandes probablement pourquoi un homme avec une famille a besoin d'une compagne d'expérience pendant 6 mois. Où sont-ils » demanda doucement Camille, s'asseyant en face de lui. « Votre femme et vos enfants ?» La question resta en suspens pendant un long moment avant que Mathieu ne réponde par un seul mot qui changea complètement l'atmosphère de la conversation mort. Le silence qui suivit fut accablant. Camille pouvait entendre son propre cœur battre alors qu'elle traitait cette révélation. Tout commençait à avoir du sens d'une manière terrible, le manoir trop grand pour une personne, l'absence de photos de famille, les questions thérapeutiques déguisées en recherche scientifique, la douleur qu'elle avait détectée dans ses yeux depuis le premier jour.
L'expérience, dit finalement Mathieu, regardant par la fenêtre vers le lac, n'est pas exactement ce qu'on t'a dit, n'est-ce pas? Ce n'était pas vraiment une question, mais une admission. Camille sentit que le sol se dérobait sous ses pieds alors qu'elle réalisait que les derniers jours peut-être toute cette situation avait été construite sur un mensonge fondamental. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Et plus important, que voulez-vous vraiment de moi ?» Mathieu la regarda enfin directement, et dans ses yeux verts, elle vit quelque chose qui l'effraya et l'intrigua à la fois, un désespoir absolu mélangé à un espoir fragile et dangereux. Cette nuit-là, Camille ne put pas dormir. Les mots de Mathieu résonnaient dans son esprit comme des échos dans une caverne vide, mort. Un seul mot qui expliquait tout et rien à la fois. Elle se leva vers 3 heures du matin et marcha silencieusement dans les couloirs du manoir, qui se sentait maintenant différent moins comme une demeure temporaire et plus comme un élégant mausolée rempli de secrets non résolus. Elle décida qu'elle avait besoin de réponses et la seule source potentielle était le bureau interdit de Mathieu. Elle s'approcha de la porte, s'attendant à la trouver fermée à clé, mais à sa surprise, la poignée tourna facilement dans sa main. L'intérieur la laissa sans voix, ce n'était pas un bureau traditionnel, mais quelque chose qui ressemblait à une combinaison entre un laboratoire scientifique et un sanctuaire personnel. Les murs étaient couverts de moniteurs d'ordinateurs affichant des graphiques, des ondes cérébrales et des données qu'elle ne pouvait pas interpréter complètement. Mais ce qui dominait la pièce, c'était un mur entier dédié à sa famille perdue, des centaines de photographies organisées chronologiquement, des photos de mariage au dernier moment capturées avant la tragédie. Au centre, encadré en or, se trouvait un article de journal avec le titre « La famille Dubois meurt dans un accident de voiture, le conducteur culpable survient avec des blessures mineures ». Camille lut l'article en entier, ses mains tremblant alors qu'elle traitait les détails. Mathieu conduisait par une nuit de décembre 2019, sous la pluie, rentrant d'un dîner de famille de Noël. Selon le rapport, il perdit le contrôle du véhicule dans un virage dangereux, basculant dans un ravin. Claire 32, Sébastien 8 et Valentine 5 moururent instantanément. Mathieu survécut avec une commotion cérébrale, des fractures mineures et ce que l'article appelait un traumatisme psychologique sévère. Dans un coin de la pièce, il y avait un poste de travail avec des équipements qu'elle reconnut de ses cours de neuropsychologie, des moniteurs d'ondes cérébrales, des capteurs biométriques et ce qui semblait être une technologie avancée de cartographie cérébrale. Un carnet ouvert sur le bureau contenait des notes écrites à la main par Mathieu, mais le contenu la troubla et l'alarma. Jour 847 post-accident, les médicaments ne fonctionnent pas. La thérapie traditionnelle a échoué. J'ai besoin d'une alternative. Jour 923, la recherche sur la thérapie expérimentale suggère que le cerveau peut traiter le traumatisme par des interactions humaines spécifiques. Le sujet doit avoir une expérience personnelle avec une perte similaire. Candidate idéale jeune, orpheline, étudiante en psychologie, sans liens familiaux forts qui interféreraient. Jour 961, contact établi avec Camille Leblanc. Profil parfait. Plan en cours. Note, elle ne doit pas connaître la vraie nature de l'expérience tant qu'elle n'est pas complètement intégrée à l'environnement. Sa présence doit être ressentie comme naturelle, pas clinique. Camille sentit que ses jambes la lâchaient alors qu'elle comprenait l'ampleur de la manipulation. Elle n'était pas une participante à une expérience scientifique, elle était une pièce involontaire dans le processus de guérison personnelle d'un homme détruit par la culpabilité et la douleur. Toutes leurs conversations intimes, chaque moment de vulnérabilité qu'elle avait partagé, avait été soigneusement orchestré pour servir à sa récupération émotionnelle. Elle continua à lire, découvrant que Mathieu avait surveillé ses signes vitaux, ses habitudes de sommeil et ses réponses émotionnelles à travers des capteurs cachés dans la maison. Dames graphiques détaillées montraient comment sa présence avait affecté sa propre stabilité mentale, diminution des cauchemars, réduction des épisodes de panique, augmentation progressive de ce qu'il appelait des moments de paix authentique. Elle était, littéralement, sa médecine vivante. Mais ce qui la troubla le plus profondément, ce furent les dernières pages du carnet, qui contenaient des plans détaillés pour les prochaines phases du traitement. Mathieu avait conçu des scénarios spécifiques pour créer des liens émotionnels plus profonds, des situations qui la rendraient émotionnellement dépendante de lui, des crises fabriquées qui exigeraient qu'elle le console, et progressivement, ce qu'il appelait le transfert thérapeutique complet où elle prendrait le rôle de remplaçante émotionnelle. Pour sa famille perdue. Dans un coffre-fort ouvert, elle trouva des documents légaux qui la glacèrent. Non seulement il avait falsifié l'identité de Neuraltech Solutions, l'entreprise n'existait pas réellement, mais il avait aussi préparé des documents pour en faire sa bénéficiaire légale au cas où quelque chose lui arriverait. Le testament, daté à peine 2 semaines après son arrivée, lui laissait toute sa fortune considérable, y compris le manoir, à une seule condition, qu'elle y reste pour continuer le travail de préservation de la mémoire de la famille Dubois. Un bruit de pas dans le couloir la fit se figer. Elle ferma rapidement le carnet et se dirigea vers la porte, mais il était déjà trop tard.
Mathieu apparut sur le seuil, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama, ses cheveux ébouriffés par le sommeil, mais ses yeux complètement alertes. Il ne semblait pas surpris de la trouver là. En fait, il semblait presque... Dites-nous dans les commentaires où vous vous trouvez en ce moment, car nous sommes très curieux de savoir dans quelle partie du monde vous vivez cette tension avec nous. Tu sais tout, dit-il simplement, fermant la porte derrière lui. Honnêtement, je suis surpris que tu aies mis autant de temps à fouiner ici. La plupart des gens auraient exploré le bureau interdit bien plus tôt. Son calme était plus troublant que s'il avait été furieux. Si vous ressentez la même tension que Camille en ce moment, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui aime les mystères psychologiques comme celui-ci. Tout cela a été un mensonge, demanda Camille, essayant de garder sa voix stable. Depuis le début, Mathieu s'approcha lentement et elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais de ce qui semblait être de l'anticipation. Un mensonge, dit-il soigneusement. Une version simplifiée de la vérité. J'ai bien besoin d'aide, tu m'aides vraiment, et l'argent que je t'ai payé est tout à fait réel. La seule différence, c'est que le bénéficiaire de cette expérience, c'est moi, pas la science en général. Il s'assit sur le bord de son bureau, la regardant avec une intensité qui la fit se sentir comme un spécimen sous un microscope. « Alors, qu'est-ce que je suis pour vous ?» demanda Camille. « Votre patiente ou votre thérapeute ?» Le sourire qui traversa le visage de Mathieu fut le plus authentique qu'elle ait vu depuis son arrivée, mais aussi le plus terrifiant. « Ça, dit-il, est exactement la bonne question. Et je pense que tu connais déjà la réponse. » Mathieu se dirigea vers l'un des moniteurs et commença à taper, faisant en sorte que les écrans s'animent avec des vidéos que Camille reconnut immédiatement comme des enregistrements de surveillance du manoir. Elle pouvait se voir à différents moments des dernières semaines, lisant dans la bibliothèque, marchant dans le jardin, dormant dans sa chambre. La violation de la vie privée la frappa comme une gifle physique, mais avant qu'elle ne puisse protester, Mathieu parla. « J'ai besoin que tu vois quelque chose, dit-il, sa voix tremblant d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Pas les enregistrements de toi, je ne les utilise que pour surveiller ton bien-être, je le jure. Je veux te montrer ce qui s'est réellement passé la nuit de l'accident. » Il passa à un autre dossier dans le système, et l'écran principal montra ce qui semblait être l'intérieur d'une voiture, filmée depuis le tableau de bord. « Vous aviez installé une caméra dans votre propre voiture ?» demanda Camille, confuse. Mathieu secoua la tête. « La police l'a installée après un incident antérieur. J'avais eu quelques épisodes de conduite sous l'effet de médicaments pour l'anxiété. Claire avait insisté pour qu'ils installent une surveillance comme condition pour que je continue à conduire les enfants. La vidéo commença à être lue, montrant Mathieu au volant, visiblement plus jeune et plus heureux que l'homme qu'elle connaissait maintenant. Sur le siège passager, Claire Bell, encore plus que les photographies ne le suggéraient, chantait avec la radio pendant que les enfants riaient sur la banquette arrière. La scène était d'un bonheur domestique parfait, si normal qu'il était déchirant de savoir comment elle allait se terminer. Nous revenions de chez les parents de Claire, raconta Mathieu pendant que la vidéo continuait. C'était le 23 décembre. Les enfants étaient excités pour Noël, Claire avait bu un peu de vin pendant le dîner et était particulièrement affectueuse. À l'écran, on pouvait voir Claire se pencher pour embrasser la joue de Mathieu pendant qu'il conduisait, le faisant sourire. Mais alors, l'ambiance de la vidéo changea. Le téléphone de Mathieu commença à sonner, et Claire répondit pour lui en utilisant le système main libre de la voiture. La voix qui sortit des haut-parleurs fit que Mathieu du présent ferma les yeux de douleur. « Mathieu, c'est le docteur Lambert de l'hôpital. Je suis désolé d'appeler si tard, mais je dois t'informer que les résultats des analyses de ton père sont arrivés. C'est un cancer, et il est plus avancé que nous ne le pensions. » Dans la vidéo, ils purent voir comment la nouvelle impacta la famille. Claire prit la main de Mathieu pendant qu'il continuait de conduire, murmurant des mots de réconfort. Les enfants, qui avaient capté la gravité de la situation, restèrent silencieux sur la banquette arrière. Mathieu de la vidéo était clairement choqué, ses phalanges blanches alors qu'il serrait le volant. « Je n'aurais pas dû continuer de conduire, dit Mathieu du présent, sa voix à peine un murmure. Claire m'a proposé de prendre le volant, mais j'ai insisté sur le fait que j'allais bien. Fier et idiot jusqu'au bout. » À l'écran, la conversation téléphonique continuait avec des détails médicaux dévastateurs. Le cancer s'était propagé, ils avaient peut-être 6 mois, les options de traitement étaient limitées. Camille pouvait voir exactement quand tout a mal tourné. Mathieu dans la vidéo était tellement absorbé par la nouvelle qu'il ne remarqua pas la pluie qui s'intensifiait. Il ne vit pas le panneau d'avertissement sur le virage dangereux qui approchait. Claire lui parlait d'appeler sa sœur, de faire des plans pour aider avec le grand-père malade, quand Mathieu cria soudain « Merde !» en réalisant qu'ils avaient pris le virage trop vite. Le reste se passa au ralenti, de manière terrible, la voiture dérapant sur l'asphalte mouillé, Claire criant et essayant d'attraper le volant, les enfants pleurant de terreur, puis l'impact sec et métallique lorsqu'ils basculèrent dans le ravin.
La caméra continua d'enregistrer pendant plusieurs minutes après l'accident, capturant les gémissements de douleur de Mathieu, ses tentatives désespérées de réveiller Claire, ses cris de s'il vous plaît, non, Claire, Sébastien, Valentine, jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent. Mathieu arrêta la vidéo et resta immobile pendant plusieurs minutes, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai vu cet enregistrement 2847 fois, dit-il finalement. La police me l'a montré dans le cadre de l'enquête pour prouver qu'il n'y avait ni alcool ni drogue impliquée, juste une négligence stupide de ma part. Il pensait que ça m'aiderait à faire mon deuil. Au lieu de cela, c'est devenu mon obsession. Mathieu, commença Camille, mais il leva une main pour l'arrêter. Non, dit-il fermement. Tu dois tout entendre avant de décider si tu vas rester ou appeler la police. Il se leva et commença à marcher dans la pièce comme un animal en cage. Après l'accident, j'ai passé 8 mois dans différents hôpitaux psychiatriques. Thérapie de traumatisme, médicaments expérimentaux, thérapie électroconvulsive quand tout le reste a échoué. Rien n'a fonctionné. Les médecins ont dit que j'avais développé ce qu'ils ont appelé une culpabilité de survivant pathologique combinée à un trouble de stress post-traumatique complexe. Quand j'ai finalement été libérée, je suis revenue dans cette maison qui avait été notre foyer familial et j'ai presque immédiatement tenté de me suicider. 3 fois en 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rechercher des méthodes non traditionnelles de guérison psychologique. Il s'arrêta devant un autre écran et montra des articles académiques sur la thérapie assistée par l'interaction humaine, des études sur la façon dont la présence de certaines personnes peut altérer la chimie cérébrale d'individus traumatisés. J'ai découvert que mon cerveau ne répondait positivement qu'à un type de personne très spécifique, des jeunes femmes qui avaient connu une perte parentale traumatisante, mais qui avaient réussi à maintenir une certaine stabilité émotionnelle. C'était comme si mon esprit brisé pouvait absorber leur capacité à résister, à continuer de fonctionner après une tragédie. L'explication semblait scientifique, mais Camille pouvait entendre le désespoir sous-jacent. « Combien de femmes avez-vous amenées ici avant moi » demanda-t-elle, même si une partie d'elle ne voulait pas connaître la réponse. « Tu es la première, dit Mathieu, et quelque chose dans son ton l'a convaincu qu'il disait la vérité. J'ai passé 2 ans à concevoir l'expérience parfaite, à créer la fausse identité d'entreprise, à établir les protocoles de sélection. Je n'avais qu'une chance de bien faire, parce que si j'échouais... » Il ne termina pas la phrase, mais Camille comprit l'implication. Les capteurs dans la maison, les enregistrements, la surveillance constante, continua-t-il, tout est conçu pour mesurer mes progrès en temps réel. Et Camille, pour la première fois en 5 ans, les indicateurs montrent une amélioration authentique. Je dors plus de 3 heures d'affilée. Je n'ai pas eu de crise de panique en 2 semaines. Hier, pour la première fois depuis l'accident, je me suis réveillée sans immédiatement penser à Claire et aux enfants. La confession la frappa comme une révélation douloureuse, elle l'aidait vraiment, mais sa propre autonomie avait été complètement compromise dans le processus. Elle était efficace en tant que médecine humaine précisément parce qu'elle ne savait pas que c'était ce qu'elle était. « Et moi ?» demanda Camille. « Dans votre grand plan de guérison, que m'arrive-t-il quand vous n'aurez plus besoin de moi ?» C'était la question qu'elle avait évitée, mais qui exigeait maintenant une réponse directe. Mathieu la regarda avec une expression qui mélangeait de la gratitude, de la culpabilité, et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait pas identifier complètement. « C'est la partie que je n'ai pas encore résolue, admit-il. Parce qu'honnêtement, Camille, je ne sais pas si je pourrai un jour te laisser partir. » Les mots de Mathieu restèrent en suspens comme une menace implicite, bien que son ton ait été plus vulnérable qu'intimidant. Camille sentit que son esprit passait en mode analytique, toutes ces années d'études en psychologie s'activant pour évaluer la situation avec une clarté clinique plutôt que de la panique émotionnelle. Elle avait affaire à un homme brillant, dévasté par un traumatisme, qui avait orchestré une forme élaborée d'autothérapie en l'utilisant comme un instrument involontaire. « Alors je ne suis pas votre participante d'expérience, dit-elle lentement, je suis votre thérapeute non agréé et sans mon consentement. » Mathieu hocha la tête, apparemment soulagé qu'elle ait exprimé la réalité si directement. Et les 500 000 € que j'ai déjà reçus, ce sont mes honoraires pour des services psychologiques que je ne savais pas que je fournissais. Ils sont réels, gagnés honnêtement, et à toi, peu importe ce que tu décides de faire maintenant, répondit Mathieu. Il n'y a jamais eu l'intention de t'escroquer financièrement. Si tu veux partir demain, l'argent restera sur ton compte, et tu recevras les 500 000 autres en compensation pour. Eh bien, pour les circonstances peu orthodoxes. Camille fut surprise par sa propre réaction, elle ne ressentait pas la panique qu'elle attendait, mais une curiosité professionnelle intense. « Montrez-moi les données, dit-elle. Si je suis votre thérapeute accidentel, je veux voir exactement comment j'affecte votre rétablissement. » Mathieu sembla sincèrement surpris par sa réponse, mais se dirigea vers les ordinateurs avec quelque chose qui ressemblait à un espoir prudent.
Les écrans se remplirent de graphiques complexes montrant les habitudes de sommeil, les niveaux de cortisol, la fréquence cardiaque et quelque chose étiqueté comme épisode d'activité neurologique anormale. Tous les indicateurs montraient des améliorations dramatiques depuis son arrivée. Cette ligne rouge, expliqua Mathieu en pointant un graphique, montre mes cauchemars nocturnes. Avant ton arrivée, j'avais entre 8 et 12 épisodes par nuit. Maintenant, je suis en moyenne à 2 ou 3, et de nombreuses nuits, je dors sans interruption. Et ça ? Demanda Camille, pointant un autre graphique qui montrait des pics réguliers suivis de périodes de normalité. Dame crise de panique diurne. Elle durait entre 45 minutes et 2 heures, et se produisait 3 ou 4 fois par jour. Maintenant, elles sont plus courtes, moins fréquentes, et, il marqua une pause, elles ne se produisent que lorsque tu es hors de la maison pendant de longues périodes. C'était un aveu inquiétant de dépendance, mais présenté comme une donnée scientifique. Camille étudia les graphiques avec un œil clinique, et ce qu'elle vit la troubla d'une manière complètement nouvelle. Mathieu, ces schémas ne montrent pas seulement que je vous aide. Ils montrent que vous devenez neurologiquement dépendant de ma présence. Elle montra une série de mesures. Regardez ici, vos niveaux de dopamine et de sérotonine augmentent de manière spectaculaire lorsque je suis dans votre champ de vision, et chutent brutalement lorsque je ne le suis pas. Je sais, dit-il simplement. C'est pour ça que je ne suis pas sûr de pouvoir te laisser partir. Ce n'est pas seulement un choix émotionnel, c'est physiologique. Mon cerveau est maintenant programmé pour avoir besoin de toi pour fonctionner normalement. L'honnêteté de l'aveu était à la fois rafraîchissante et terrifiante. Ce n'est pas de la guérison, dit fermement Camille. C'est de l'addiction. Vous avez remplacé une forme de dysfonctionnement par une autre. Pour la première fois dans la conversation, elle vit un éclair de quelque chose de plus sombre dans les yeux de Mathieu, pas de la colère, mais quelque chose de plus primitif. La peur qu'elle puisse avoir raison. Peut-être, admit-il, mais ce que ça la rend moins réelle pour moi. La source d'un sentiment nie-t-elle son impact? Il la regarda directement dans les yeux. Camille, que ce soit un transfert, une dépendance ou une affection authentique, le résultat est le même, je suis devenu émotionnellement attaché à toi d'une manière qui va bien au-delà de la nécessité thérapeutique. Et cela crée un problème éthique que je ne sais pas comment résoudre. Quel genre de problème éthique? Le genre où je dois choisir entre ma propre santé mentale et ton autonomie. Parce que même si je t'offrais la liberté totale de partir, même si cela signifiait l'effondrement de mes progrès psychologiques, je m'attendrais toujours à ce que tu choisisses de rester. Et cet espoir ressemble à de la manipulation, même quand j'essaie d'être complètement honnête. Camille se leva brusquement, ayant besoin de distance physique pour traiter ce qu'elle avait entendu. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Cette conversation, toute cette information, c'est trop à traiter immédiatement. Bien sûr, dit Mathieu. Mais Camille, avant que tu ne prennes une décision. Il hésita, puis continua. Il y a encore une chose que tu dois savoir. Quelque chose qui change le contexte de tout. Elle se tourna vers lui, craignant toute révélation qui viendrait ensuite. Mon père est mort hier matin, à l'hôpital où il avait été soigné pour le cancer qui a précipité notre accident cette nuit-là. J'ai reçu l'appel pendant que tu dormais. La nouvelle la frappa comme un coup physique. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit immédiatement ? Parce que, dit Mathieu, des larmes se formant dans ses yeux, pour la première fois depuis que ma famille est morte, j'avais quelqu'un avec qui souffrir. Et j'avais peur que si tu le savais, si tu comprenais que mon état émotionnel pouvait être compromis par une perte récente, tu te sentirais obligé de rester par pitié plutôt que par choix. Je voulais que ta décision soit basée sur ce que nous avons construit ensemble, pas sur de la sympathie pour ma tragédie la plus récente. En le regardant maintenant vulnérable, honnête, dévasté par des pertes à la fois anciennes et nouvelles, Camille réalisa que sa décision de rester ou de partir était devenue incroyablement compliquée par des facteurs qu'aucun d'eux n'avait anticipés. La nouvelle de la mort du père de Mathieu a changé tout l'équilibre émotionnel de la situation. Camille se retrouva dans le jardin cet après-midi-là, assise près du lac artificiel, essayant de séparer ses propres sentiments du réseau complexe de manipulation, de dépendance authentique et de douleur humaine réelle qu'elle avait découvert. L'eau reflétait les nuages gris qui s'étaient rassemblés pendant la journée, comme si le temps répondait au poids émotionnel des révélations. Mathieu la trouva là près du crépuscule, portant 2 tasses de thé chaud et une expression qui mélangeait l'espoir et la résignation. Il s'assit à plusieurs mètres de distance, respectant son besoin d'espace tout en luttant clairement contre son propre besoin de proximité. « Êtes-vous allé à l'enterrement » demanda Camille sans le regarder directement. « Il n'y avait pas d'enterrement à faire » répondit Mathieu. Il avait spécifiquement demandé une crémation immédiate, sans cérémonie. Il a dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre ait à traverser la douleur de dire au revoir après l'avoir vu se dégrader. Sa voix se brisa légèrement. Je pense qu'il essayait de me protéger d'un nouveau traumatisme, mais honnêtement, ça a aggravé les choses. Il n'y a pas eu de deuil, pas de chance pour les derniers mots, juste l'absence. Étiez-vous proche de lui avant l'accident ? Oui et non, dit Mathieu, fixant l'eau.
Avant Claire et les enfants, lui et moi avions une relation compliquée. Il était exigeant, perfectionniste, difficile à satisfaire. Mais après l'accident, il est devenu plus soutenant, plus compréhensif. Je pense que mon chagrin l'a aidé à réaliser que la vie est trop courte pour les vieilles rancunes. Il marqua une pause. Aussi, il était la seule famille qui me restait. Maintenant, je suis complètement seule, sauf pour moi, termina Camille. Une personne que vous avez engagée pour vous réparer et que vous avez maintenant peur de laisser partir. Quand tu le dises comme ça a l'air terrible, admit Mathieu. Mais c'est aussi exact. Camille se tourna enfin pour le regarder directement. Mathieu, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que vous avez fait, la tromperie, la manipulation, même si cela venait du désespoir plutôt que de la malice, a endommagé ma capacité à faire confiance à mon propre jugement. Pendant des semaines, j'ai cru que je me connectais sincèrement à quelqu'un, que je formais une amitié naturelle qui nous aidait tous les deux. Maintenant, je sais que chaque interaction a été orchestrée, chaque conversation conçue pour servir à votre rétablissement. Pas toutes les conversations, protesta Mathieu. Les discussions tardives où on restait debout en discutant de livres, quand tu me parlais de tes rêves d'enfant, quand on riait des films stupides qu'on aimait tous les deux, elles ne faisaient pas partie d'un protocole. C'était juste des moments humains. Mais comment puis-je faire la différence ? Demanda Camille, de la frustration montant dans sa voix. Comment puis-je distinguer ce qui était authentique et ce qui était de la manipulation thérapeutique quand vous-même admettez que vous ne le savez pas toujours ? Mathieu resta silencieux pendant un long moment. Tu ne peux pas, dit-il finalement. Et c'est probablement la réponse la plus honnête que je puisse te donner. J'ai été tellement concentré sur ma propre guérison que je n'ai pas pensé à quel point ça serait déroutant pour toi, à quel point ça endommagerait ton propre sens de la réalité et du jugement. Comprenez-vous que ce que vous avez fait constitue une forme d'abus psychologique ? Demanda Camille, sa formation en psychologie prenant le dessus. Même sans intention malveillante, vous avez créé une situation où mon autonomie, ma capacité à prendre des décisions éclairées sur ma propre vie, a été complètement compromise. Oui, dit Mathieu simplement, je le comprends. Et je comprends qu'aucune quantité de désespoir ou de bonnes intentions ne l'excuse. Il se leva, posant son ténon touché. C'est pourquoi je suis prêt à faire face à toutes les conséquences que tu juges appropriées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire, dit Mathieu, que si tu veux appeler la police, me dénoncer pour fraude ou séquestration ou toute autre accusation légale applicable, je ne me défendrai pas. Si tu veux partir immédiatement et ne plus jamais me revoir, j'organiserai un transport et tu garderas tout l'argent. Si tu veux rester et m'aider à trouver un moyen de continuer cela de manière responsable, avec ton consentement éclairé, nous pouvons en discuter aussi. Et si je pars, que vous arrive-t-il ? Mathieu regarda l'eau, son profil se découpant nettement sur le ciel qui s'assombrissait. Honnêtement, je ne sais pas si je vais y survivre. Pas nécessairement physiquement, bien que ce soit possible, mais émotionnellement, psychologiquement. Pour la première fois en 5 ans, j'ai connu de l'espoir, des moments de bonheur authentique, la capacité d'imaginer un avenir qui ne consiste pas seulement à survivre un jour de plus. Je ne sais pas si je peux redevenir celui que j'étais avant. Alors vous dites que ma décision n'affecte pas seulement ma propre vie, mais potentiellement votre survie. Je dis que ta décision affecte nos deux vies de manière significative, mais en fin de compte, tu dois choisir ce qui est juste pour toi, quelles que soient les conséquences pour moi. Parce que choisir de rester par culpabilité ou par obligation ne serait qu'une autre forme de coercition, n'est-ce pas ? Son intuition l'a surpris, c'était exactement ce qu'elle avait pensé. Camille se leva, sentant une énergie inquiète qui exigeait du mouvement. J'ai besoin de savoir autre chose. Dans votre recherche, dans votre processus de sélection minutieux, avez-vous jamais pensé à ce qui m'arriverait ? Si le fait de participer à cette expérience pourrait affecter mon propre bien-être psychologique, ma capacité à former des relations de confiance à l'avenir, mon propre deuil. La question resta en suspens comme une accusation. Le silence de Mathieu était une réponse suffisante. « Vous ne l'avez pas fait, dit Camille. Vous étiez tellement concentré à trouver un remède à votre propre douleur que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez me transférer une partie de cette douleur. Si le fait de me rendre un participant involontaire à votre guérison pourrait endommager ma propre santé psychologique. Tu as raison, admit Mathieu. Et je suis désolé. C'est inexcusable. Être désolé ne suffit pas, dit Camille, sentant la colère monter pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité. Être désolé, c'est ce que vous dites quand vous bousculez accidentellement quelqu'un dans la rue. Il s'agissait de mois de planification, d'une tromperie élaborée et d'une manipulation continue de mes émotions et de ma vie. Être désolé est complètement inadéquat. Mathieu absorba sa colère sans se défendre. Qu'est-ce qui serait adéquat ? Demanda-t-il calmement. Je ne sais pas, dit honnêtement Camille. Mais je sais que quoi qu'il arrive ensuite, ça doit être entièrement selon mes conditions, sans aucune pression ou manipulation émotionnelle de votre part.
Plus de révélations conçues pour me faire pitié, plus d'informations divulguées stratégiquement pour influencer ma décision. D'accord, dit Mathieu. De quoi as-tu besoin de ma part? D'espace, dit immédiatement Camille. D'espace physique et émotionnel pour traiter cela sans que votre présence n'affecte ma réflexion. Et de temps. Au moins une semaine où nous n'interagissons pas au-delà du strict nécessaire. Mathieu hocha la tête, bien qu'elle puisse voir l'inconfort physique que la suggestion lui causait. Resteras-tu dans la maison pendant cette semaine, ou préférerais-tu aller ailleurs? Je resterai, décida Camille. Cet endroit me semble mien aussi maintenant, même si ce sentiment a été créé artificiellement. Mais vous devez respecter mon espace complètement. Pas de surveillance, pas de rencontres fortuites, pas de tentative de conversation à moins que je ne les initie. Compris, dit Mathieu. Et après la semaine? Après la semaine, dit Camille, nous parlerons à nouveau. Et alors je prendrai ma décision sur ce qui se passera ensuite. Elle marqua une pause, le regardant directement. Et Mathieu, quoi que je décide, vous devez l'accepter sans argument, sans appel émotionnel, et sans essayer de me rendre responsable de votre bien-être. Pouvez-vous me le promettre? Oui, dit Mathieu calmement. Je le promets. Alors que l'obscurité s'installait sur le lac, ils restèrent tous les deux debout dans le jardin, physiquement proches et émotionnellement séparés par la vaste distance de la confiance brisée et d'un avenir incertain. À ce moment, Camille réalisa que sa décision affecterait non seulement sa propre vie, mais potentiellement toute la trajectoire de leurs deux parcours de guérison et peut-être déterminerait si la rédemption était possible lorsque la confiance avait été si complètement brisée. Les jours suivants passèrent avec une lenteur tortueuse. Camille tint sa promesse d'éviter les interactions inutiles avec Mathieu, mais le manoir n'était pas assez grand pour l'éviter complètement. Elle l'apercevait occasionnellement depuis la fenêtre de sa chambre, travaillant dans le jardin avec une intensité obsessive, ou l'entendait se déplacer dans la maison tôt le matin quand il ne pouvait probablement pas dormir. Pendant la journée, Camille se plongea dans la recherche académique, utilisant la bibliothèque de Mathieu pour étudier des cas similaires de dépendance thérapeutique, de manipulation psychologique et de rétablissement après des relations trompeuses. Ce qu'elle découvrit la troubla autant qu'elle la rassura, des cas où des victimes de manipulation psychologique avaient réussi à se rétablir avec succès, mais aussi des cas où les dégâts avaient été permanents, affectant leur capacité à faire confiance aux autres pendant des années. Le 4e jour de leur séparation, Camille trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, il y avait une lettre de Mathieu et ce qui semblait être des documents légaux. La lettre était brève mais détaillée. Camille, je ne veux pas violer l'espace que tu as demandé, mais il y a des informations juridiques que tu dois avoir avant de prendre ta décision finale. Les documents ci-joints te transfèrent la propriété complète de cette maison, peu importe ta décision de rester ou non. Ils incluent également la création d'un fonds fiduciaire qui te garantit une sécurité financière pour le reste de ta vie, encore une fois, sans condition. Je veux que tu saches que tu as de vraies options, pas seulement théoriques. Les documents étaient authentiques, préparés par un cabinet d'avocats parisiens et ne nécessitant que sa signature pour être activés. Le geste était impressionnant dans ses implications. Mathieu lui donnait littéralement tout ce qu'il possédait, éliminant toute dépendance financière qui pourrait influencer sa décision. Mais cela ressemblait aussi à une autre forme de manipulation, un cadeau accablant conçu pour inspirer la culpabilité ou l'obligation. Le 6e jour, Camille était en train de lire dans la bibliothèque lorsqu'elle entendit un son inconnu provenant du bureau de Mathieu, quelque chose entre le sanglot et le cri, brut et animal. Tout son instinct lui disait de maintenir leur séparation, mais sa formation en intervention de crise l'emporta sur ses limites personnelles. Elle trouva la porte du bureau ouverte et Mathieu par terre, entouré de photos éparpillées de sa famille, hyperventilant et s'agrippant la poitrine comme s'il ne pouvait pas respirer. Mathieu, dit fermement Camille, s'agenouillant à côté de lui. Regardez-moi. Vous faites une crise de panique. J'ai besoin que vous vous concentriez sur ma voix. Il était clairement au milieu de ce qui ressemblait à son épisode le plus grave depuis qu'elle était arrivée. Ses yeux étaient sauvages, flous, et il émettait des sons de détresse qui suggéraient une décomposition psychologique complète. Elle le guida à travers des exercices de respiration, parlant d'une voix calme et professionnelle tandis qu'elle était intérieurement alarmée par l'intensité de sa détresse. Il fallut 20 minutes pour qu'il se stabilise suffisamment pour s'asseoir contre le mur. Quand il put enfin parler, ses premiers mots furent « Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. J'ai essayé de tenir le coup pendant ta semaine d'espace, mais aujourd'hui, c'était l'anniversaire de votre père, dit Camille, ayant vu la date marquée sur l'une des photographies dispersées. Et l'anniversaire de la mort de votre famille est la semaine prochaine. » Elle avait suivi ces dates inconsciemment, sa formation en psychologie la rendant consciente de la façon dont les dates significatives affectent les survivants d'un traumatisme. « Je pensais que je pouvais gérer, dit faiblement Mathieu. Mais être seul dans la maison, sachant que tu m'évites délibérément, combiné au fait qu'il me manque, lui et eux. Tout s'est juste effondré.
En le regardant maintenant vulnérable, brisé, souffrant sincèrement, Camille sentit son objectivité professionnelle lutter contre sa compassion personnelle. C'est exactement ce que je craignais, dit-elle. Votre dépendance psychologique à mon égard signifie que toute séparation déclenche des crises. Ce n'est sain pour aucun de nous. Je sais, admit Mathieu. Mais le savoir ne le rend pas moins réel. Camille prit une décision qui la surprit. Viens, dit-elle, l'aidant à se lever. On va faire quelque chose de différent. Elle le conduisit à la cuisine et commença à préparer du thé, ses mouvements délibérés et apaisants. Pendant la prochaine heure, je vais fonctionner comme votre thérapeute officiellement, consciemment, avec des limites appropriées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dit Camille, s'asseyant sur une chaise en face de lui, que je vais vous aider à traiter cette crise de panique et ces sentiments d'anniversaire professionnellement, comme je le ferais avec n'importe quel client. Mais cela signifie aussi que vous devez comprendre que c'est du travail, pas une relation personnelle, et il y a des limites que nous devons tous les deux respecter. Pendant l'heure qui a suivi, Camille guida Mathieu à travers des techniques thérapeutiques légitimes qu'elle avait apprises mais jamais pratiquées, des stratégies cognitivo-comportementales pour gérer la panique, des exercices de pleine conscience pour l'ancrage pendant le débordement émotionnel, et une conversation structurée sur le traitement du deuil. À sa grande surprise, elle se trouva naturellement douée pour l'intervention thérapeutique, et plus important encore, capable de maintenir une distance professionnelle même en aidant quelqu'un pour qui elle se souciait. Tu es remarquable là-dedans, dit Mathieu quand ils eurent fini. Je veux dire professionnellement remarquable. J'ai travaillé avec des dizaines de thérapeutes au fil des ans, et tes instincts naturels sont meilleurs que ceux de la plupart des professionnels agréés que j'ai rencontrés. Non, dit fermement Camille. Ne transformez pas cela en éloge ou en validation en ce moment. C'était une intervention thérapeutique pendant une crise, rien de plus. Mais en privé, elle avait senti quelque chose se mettre en place pendant cette heure, un sentiment de but et de compétence qu'elle n'avait pas connu depuis avant la mort de ses parents. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la première fois en une semaine, mais avec une énergie complètement différente. Camille maintenait les limites professionnelles tandis que Mathieu semblait plus ancré, plus présent qu'elle ne l'avait vu depuis qu'elle avait appris la vérité sur leur situation. J'ai réfléchi, dit soigneusement Camille, à votre proposition, de transformer cela en quelque chose de légitime et de professionnel. Mathieu leva brusquement les yeux mais ne l'interrompit pas. Non pas parce que je veux rester piégé dans cette situation, mais parce que ce qui s'est passé aujourd'hui m'a montré quelque chose d'important. Quoi ? Que je suis vraiment bonne dans le travail thérapeutique, naturellement douée. Et que peut-être ce qui s'est passé entre nous, bien qu'il ait été construit sur la tromperie, a créé quelque chose qui pourrait sincèrement aider d'autres personnes si nous l'abordons correctement. Mathieu se pencha légèrement avant. À quoi penses-tu ? Je pense, dit lentement Camille, qu'il pourrait y avoir un moyen de transformer toute cette expérience en quelque chose d'éthiquement sain et professionnellement utile. Mais cela nécessiterait de restructurer complètement notre relation, d'établir des protocoles professionnels légitimes et de s'assurer que ma participation est vraiment volontaire plutôt que contrainte par la dépendance financière ou la manipulation émotionnelle. Comment cela fonctionnerait-il ? Vous avez les ressources pour financer une recherche légitime, dit Camille. Et vous avez évidemment une expérience de première main avec un traumatisme qui a besoin d'un traitement professionnel. J'ai des compétences thérapeutiques naturelles qui pourraient être développées avec une formation et une supervision appropriées. Et si nous créons une véritable étude avec une approbation éthique appropriée, une supervision externe et des résultats publiés explorant des approches innovantes de la thérapie du traumatisme par le biais du conseil entre pairs, l'idée prenait forme même pendant qu'elle en parlait. Vous pourriez redevenir un patient, correctement, avec un soutien professionnel approprié. Je pourrais obtenir une formation accélérée en technique de thérapie du traumatisme. Et nous pourrions documenter si ce genre de relation thérapeutique intensive et résidentielle a réellement un mérite au-delà de votre cas individuel. Et personnellement, demanda silencieusement Mathieu, qu'en est-il de ce que nous avons développé entre nous ? Cela est compartimentalisé, dit fermement Camille. La relation professionnelle et les sentiments personnels doivent rester complètement séparés. Ce qui signifie que toute dépendance que vous avez développée doit être traitée de manière thérapeutique et non pas facilitée par une proximité continue. Mathieu resta silencieux pendant plusieurs minutes. Alors tu proposes que nous légitimions cela, mais que tu aies tout le contrôle et que je renonce à toute attente de relations personnelles. Je propose, dit Camille, que nous essayions de créer quelque chose de précieux à partir de ce qui était à l'origine manipulateur. Mais oui, cela signifierait que vous acceptez l'aide professionnelle pour vos problèmes de dépendance et que tous les sentiments personnels entre nous soient abordés en thérapie plutôt que d'être agis. Et si je ne peux pas séparer ces sentiments ? Si la relation thérapeutique devient juste une autre forme de notre codépendance actuelle ? Alors l'expérience échoue, dit honnêtement Camille, et nous l'arrêtons. Mais Mathieu, ce que nous avons maintenant n'est de toute façon pas durable.
Soit nous trouvons un moyen de le rendre professionnellement approprié, soit je pars et vous gérez les conséquences. Ce sont vraiment les deux seules options. Mathieu se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin sombre. Tu m'offres une chance de te garder dans ma vie, mais seulement en tant que thérapeute professionnel, avec toute connexion personnelle subordonnée aux objectifs thérapeutiques. J'offre à nous deux une chance de transformer une situation dommageable en quelque chose de potentiellement guérisseur et précieux. Pour vous, pour moi, et peut-être pour d'autres survivants de traumatismes qui pourraient bénéficier des recherches que nous pourrions produire. Et si pendant cette période de 6 mois, je réalise que mes sentiments pour toi sont authentiques plutôt que d'une simple dépendance thérapeutique, alors vous en discuterez avec votre thérapeute externe, dit Camille, pas avec moi. Parce que dans une relation thérapeutique professionnelle, ces sentiments deviennent une partie de ce sur quoi nous travaillons, pas quelque chose que nous agissons. La conversation fut interrompue par le son du téléphone de Mathieu qui sonnait. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est la docteure Mercier. Elle n'a jamais appelé directement auparavant. Il répondit, la mettant en haut-parleur. Docteur, Mathieu, je dois vous informer qu'il y a eu quelques demandes de renseignements sur votre projet de recherche. Quelqu'un a contacté l'université pour poser des questions sur Neuraltech Solutions et vos protocoles d'expérience. Je pense que nous pourrions avoir un problème. Camille et Mathieu se regardèrent avec alarme. Quel genre de demande de renseignements ? Demanda Mathieu. Dame demande légale. Quelqu'un questionne la légitimité de votre installation. Peut-être devrions-nous en discuter en personne. Après avoir raccroché, ils restèrent tous les deux en silence, traitant cette nouvelle complication. Alors, dit finalement Camille, il semblerait que notre décision sur la façon de procéder pourrait être prise pour nous. S'il y a des complications légales qui arrivent, alors nous devons décider rapidement, termina Mathieu. Soit nous officialisons cela correctement avec des documents légaux et une supervision professionnelle, soit je pars et vous gérez les conséquences légales de ce qui s'est déjà passé, dit Camille. Ils se regardèrent de l'autre côté de la table, comprenant tous les deux que leur conversation était soudainement devenue beaucoup plus urgente que de la planification théorique pour l'avenir. Le lendemain matin, la docteure Mercier arriva au manoir accompagnée d'un homme qui se présenta comme l'avocat de Mathieu, un individu élégamment vêtu avec une expression grave qui fit immédiatement sentir à Camille qu'elle était évaluée pour d'éventuels problèmes juridiques. La réunion eut lieu dans la salle à manger formelle, avec des documents éparpillés sur la table comme preuve d'une opération qui avait grandi au-delà du contrôle de l'un ou l'autre des participants. La situation est délicate, expliqua l'avocat, s'adressant principalement à Camille. Quelqu'un nous ne savons pas qui a signalé l'expérience aux autorités comme une fraude ou un enlèvement possible. Les questions spécifiques suggèrent que celui qui a fait le rapport a des informations détaillées sur la nature de votre arrangement. Il regarda directement Camille. « Avez-vous parlé à quelqu'un de votre situation ici ?» « Non, répondit honnêtement Camille. Je n'ai eu de contact avec personne en dehors de cette maison au cours des dernières semaines. Mais même en le disant, elle se rendit compte qu'il y avait une faille dans cette affirmation. Son absence prolongée de sa vie normale aurait pu éveiller des soupçons chez des personnes qu'elle connaissait. La docteure Mercier intervint. Nous avons préparé des documents qui légitiment rétroactivement l'expérience, y compris des protocoles de recherche appropriés et des accords de consentement éclairés. Mais nous avons besoin que vous signiez tous les deux ces documents aujourd'hui pour établir que tout a été consensuel et professionnel depuis le début. Camille examina les documents, reconnaissant immédiatement qu'ils étaient une fiction élaborée conçue pour couvrir ce qui s'était réellement passé. « C'est une falsification de dossier, dit-elle fermement. Vous me demandez de mentir sur les circonstances réelles de ma participation. Nous vous demandons, dit l'avocat soigneusement, de documenter l'évolution naturelle de votre arrangement vers une collaboration professionnelle légitime. Les détails spécifiques de la façon dont cela a commencé sont moins importants que de garantir que cela continue de manière légale et éthique. » Non, dit Camille, se levant. Je ne signerai pas de faux documents pour protéger Mathieu des conséquences de ses décisions. Elle se tourna vers lui. Et si vous voulez vraiment commencer quelque chose de légitime entre nous professionnels ou autre, cela ne peut pas commencer par plus de mensonges. Mathieu avait été silencieux pendant toute la conversation, mais maintenant il parla. Elle a raison. Il regarda la docteure Mercier et l'avocat. Annulez les faux documents. S'il y a des enquêtes judiciaires, nous y ferons face avec la vérité. Mathieu, dit la docteure Mercier sur un ton d'avertissement, vous pourriez faire face à des accusations graves. Fraude, séquestration, manipulation psychologique. Alors je ferai face à ces accusations, interrompit Mathieu. Camille, quelle que soit ta décision concernant notre avenir, je ne te demanderai pas de compromettre ton intégrité pour me protéger des conséquences de ce que j'ai fait. L'avocat semblait clairement frustré. Comprenez-vous les implications? Si vous admettez que l'expérience initiale était frauduleuse, Mathieu pourrait aller en prison. Toute sa carrière professionnelle serait détruite.
Et Camille, vous pourriez être vue comme une complice ou une victime, aucune des deux n'est une position confortable juridiquement. Nous comprenons, dit Camille, mais je préfère faire face aux conséquences de la vérité que de vivre avec les complications de plus de mensonges. Elle regarda directement Mathieu. Êtes-vous sûr de ça? Parce qu'une fois que nous aurons admis ce qui s'est réellement passé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr, dit Mathieu. Honnêtement, Camille, j'ai l'impression d'avoir fui la vérité sur l'accident pendant 5 ans, puis j'ai passé plusieurs mois de plus à fuir la vérité sur ce que je t'ai fait. Je suis fatiguée de fuir. La docteure Mercier et l'avocat échangèrent des regards inquiets avant de ramasser leurs documents. Si c'est votre décision finale, dit l'avocat, nous vous recommandons fortement de vous procurer immédiatement une représentation légale distincte. Et Mathieu, vous devez vous préparer à la possibilité que cela se termine par des accusations criminelles. Après leur départ, Camille et Mathieu restèrent seuls dans la salle à manger, entourés par le silence qui suit les décisions irréversibles. Alors, dit finalement Camille, que faisons-nous maintenant? Maintenant, dit Mathieu, nous attendons de voir ce qui se passe avec l'enquête. Et pendant ce temps, nous décidons si nous voulons essayer de construire quelque chose de réel à partir des morceaux de ce que nous avons créé accidentellement. Êtes-vous sûr de vouloir tout risquer pour que cela fonctionne entre nous? Demanda Camille. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas si ce que je ressens pour vous est réel ou si c'est un syndrome de Stockholm complexe. Mathieu sourit le premier sourire authentique qu'elle avait vu depuis qu'elle avait découvert la vérité. Je ne suis sûr de rien, admit-il. Mais je sais que pour la première fois en 5 ans, quand je pense à l'avenir, je ne vois pas seulement de la survie. Je vois une possibilité. Et si cela vient avec un risque légal, émotionnel ou professionnel, ça en vaut la peine. Et si on ne peut pas séparer ce qui est réel de ce qui était de la manipulation, alors nous le découvrirons ensemble, dit Mathieu, avec de vrais thérapeutes, une supervision professionnelle et une honnêteté totale sur à quel point c'est compliqué. Camille s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin où elle avait passé tant d'heures au cours des dernières semaines à traiter des révélations qui avaient changé sa compréhension de tout. Si nous allons essayer cela, dit-elle finalement, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous ne pouvez pas m'acheter avec des manoirs ou de l'argent ou des gestes grandioses. Si je choisis de rester, si je choisis d'explorer ce que nous pourrions être ensemble, ce doit être parce que je crois vraiment que ça en vaut la peine, et non pas parce que je me sens obligée par des circonstances que vous avez créées. Je comprends, dit Mathieu, et vous avez besoin d'une vraie thérapie. Pas moi qui fonctionne comme votre thérapeute, mais une aide professionnelle pour traiter votre traumatisme, votre culpabilité et votre tendance à créer des situations de contrôle lorsque vous vous sentez vulnérable. J'ai déjà pris rendez-vous, dit Mathieu, pour demain. Camille se tourna pour le regarder, surprise. Sérieusement? Sérieusement. J'ai appelé ce matin après notre conversation d'hier soir. Si nous allons essayer cela professionnellement ou personnellement, je dois être dans un endroit plus sain émotionnellement. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité sur l'expérience, Camille ressentit quelque chose de proche d'un espoir authentique. D'accord, dit-elle. Alors voici ma décision, je reste pendant 3 mois de plus. Pas en tant que participante à votre expérience, pas en tant que votre thérapeute non autorisé, mais en tant que quelqu'un qui veut voir si ce que nous avons construit accidentellement peut devenir quelque chose de réel intentionnellement. Et après 3 mois, nous évaluerons. Si nous sommes tous les deux dans des endroits plus sains, si nous avons traité la manipulation initiale, si ce que nous ressentons l'un pour l'autre survit à la thérapie et à l'honnêteté totale, alors peut-être que nous aurons quelque chose qui vaut la peine d'être continué. Et si ce n'est pas le cas, alors nous nous séparerons comme des adultes qui ont essayé quelque chose de difficile et qui n'a pas fonctionné, dit Camille. Mais au moins, nous l'aurons essayé avec intégrité. Mathieu s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. Puis-je te demander quelque chose? En ce moment, tout de suite, ressens-tu quelque chose de réel pour moi? Ou est-ce que tout ce que tu as vécu était le résultat de la manipulation? Camille considéra la question avec soin. Honnêtement, je ne le sais pas complètement. Mais je sais que pendant ces semaines, surtout avant de connaître la vérité, il y a eu des moments où je me suis sentie plus connectée à un autre être humain que je ne l'avais été depuis la mort de mes parents. Et je sais que quand je vous ai vu faire cette crise de panique hier, mon instinct n'a pas été de m'enfuir mais de vous aider. Est-ce que c'est suffisant pour commencer? C'est suffisant pour essayer, dit Camille. Mais Mathieu, si à un moment donné pendant ces 3 mois je sens que vous essayez de me manipuler à nouveau, ou si vous ne pouvez pas gérer le fait que j'établisse des limites, ou si votre dépendance émotionnelle redevient malsaine, tu partiras, termina Mathieu. Je comprends, et je le respecterai. Cette nuit-là, ils dînèrent à nouveau ensemble, mais cette fois, la conversation était différente. Ils parlèrent de la logistique, comment structurer les 3 prochains mois, quel type de thérapie chacun chercherait, comment ils géreraient les enquêtes légales qui pourraient arriver.
Mais ils parlèrent aussi de choses plus petites, des livres qu'ils voulaient lire, des endroits qu'ils pourraient visiter si les circonstances légales le permettaient, de la possibilité que Camille poursuive ses études en psychologie avec une perspective complètement nouvelle sur le traumatisme et le rétablissement. Quand ils allèrent se coucher, Camille sentit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au manoir qu'elle prenait une décision véritablement libre sur sa propre vie. Elle ne savait pas si ce qu'il y avait entre elle et Mathieu survivrait à l'examen d'une vraie thérapie et d'une honnêteté totale. Elle ne savait pas s'il pourrait construire quelque chose de sain à partir d'une base aussi compliquée. Et elle ne savait certainement pas comment les éventuelles complications légales allaient se résoudre. Mais en s'endormant dans la chambre qui se sentait maintenant vraiment sienne, Camille réalisa que pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la mort de ses parents, elle se sentait curieuse de l'avenir au lieu de simplement anxieuse de survivre. Et peut-être, pensa-t-elle alors que la conscience s'estompait, que cette curiosité était suffisante pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu mais que les deux pouvaient choisir de créer ensemble. L'histoire se terminait, mais elle n'était pas complètement résolue. Dans 3 mois, il y aurait une autre conversation, une autre décision, une autre occasion pour deux personnes compliquées de décider si ce qu'elles avaient trouvé l'une dans l'autre valait les risques d'essayer de construire quelque chose d'authentique à partir d'une base imparfaite. Et pour l'instant, cette possibilité ouverte se sentait comme la fin exacte dont ils avaient tous deux besoin.